Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau format de podcast qui s'appelle Lueur. Je m'appelle Mélanie et aujourd'hui on est avec Célestin. Salut! Notre thème du jour est la santé mentale liée au travail en général et inversement. Pour nous aider, j'ai créé un jeu de cartes sur la santé mentale avec des questions, des anecdotes ou des jokers. Et le tout lié un petit peu à ce qu'on va aborder du coup. Oui, c'est plus global, mais en fait ça peut être adapté à chaque sujet. Ouais. On Ok. peut aborder en fait. Ouais, Ça s'adapte, c'est vraiment un jeu qui est fait pour s'adapter. Ça va lancer des questions quoi. Exactement. Au top. Ça marche. Et donc faut que je pioche une question. Vas-y, tu peux. Allez c'est parti. Je pioche la première question et je la lis à voix haute du coup. Ah non. Ouais, Tu peux la lire dans ta tête si tu veux. C'était sûr, il y avant, a des cheveux d'ongles partout. Ok, j'y réponds, tu réponds en première, je la pose déjà. Tu peux la poser. Ok. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Alors, première question. Quels sont les stéréotypes à la santé mentale que tu aimerais voir éliminés? Je pose la question ici et on peut y répondre. Je te laisse commencer, je commence. Tu peux comme ça. Ok, waouh. Alors déjà, faut trouver des stéréotypes en général parce que dans ma tête comme ça, j'en ai pas non plus 3000. Je vois avec moi le premier, j'en ai pas tant que ça. Enfin, j'en ai pas tant bouffé dans la gueule. Désolé, je vais pas être un peu vulgaire, mais j'ai pas tant bouffé de stéréotypes moi. Mais du coup, pour mettre un contexte, donc on y est. Moi, ça va être des stéréotypes assez grossis parce que la santé mentale, quand j'en parle pour moi, c'est surtout mon syndrome du coup de Gilles de la Tourette, qui est très 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 stéréotypé. Mais il a aussi l'avantage qu'il est stéréotypé de manière tellement flagrante que ça se déconstruit très vite et d'un coup. C'est pas comme les trois quarts des trucs où c'est assez subtil. Quand on t'en parle, direct, les gens ils pensent à tu biperas. Genre les gens ils vont direct il y a 24 ans, tu vois, direct. Sauf que bah c'est une partie vraiment minime des gens qui ont Tourette qui sont comme ça. Et du coup je pense que ce serait le premier cliché que je voudrais enlever. Après il est pas dur à déconstruire parce que les gens déjà voient que je réagis pas comme ça dans la vraie vie. Et pour lier au travail, pour ma part je suis tatoueur, bah forcément les gens, quand j'ai déjà commencé à les tatouer, qu'on parle de tout, et qu'on vient apparaître sur autre chose, bah ils ont déjà eu le temps de voir que j'arrive quand même à faire des lignes propres et que tu vois, je sais pas, commencer à les poignarder avec ma machine sans me rendre compte. Mais sinon après sur mon handicap, sur ma santé mentale, là comme ça j'en ai pas 36 autres. De ce que j'ai compris, donc le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est quelque chose qui est gradué. Enfin, pas tout le monde a les mêmes symptômes et plus ou moins en fonction de ta vie et de ce qui s'y passe, ça peut être plus ou moins présent. Ouais, c'est ça. Parce que moi, tu vois, je l'ai depuis que je suis gamin, enfin vraiment tout petit, ce qui apparemment n'est pas si commun. Les trois quarts des gens le développent à l'adolescence. Moi, je l'ai eu assez fort déjà à 10 ans. Puis après, ça s'est calmé avec ma crise d'ado qui a d'ailleurs commencé plus jeune. Puis après, j'ai eu un traitement pendant des années. Là où on s'est rencontrés, qui m'a aidé à calmer le truc parce que c'était dur au début. Mais bah là, ça fait quasiment 1 an que j'ai plus de traitement, j'ai même plus rien de plus doux à côté pour compenser. Donc au final, maintenant ça va, mais il y a 3-4 ans, j'aurais pas pu gérer tout seul. Et encore, j'ai la chance que j'ai un syndrome qui est possible de contenir. Une grande partie des gens qui l'ont, qui ne savent même pas tellement c'est léger. Dans ceux qui l'ont, il y en a qui l'ont assez fort pour que ce soit gênant vraiment. Et dans ceux qui l'ont en gênant, il y a une petite partie qui ont la fameuse coprolalie, le fait de crier des gros mots, des insultes et tout sans s'en rendre compte. C'est genre 30% des quelques pourcents qu'il y a déjà. Je veux pas dire des fausses statistiques, je suis pas non plus neurologue, mais dans l'idée c'est ça. Mais du coup, vu que ton frère est là, oui, donc c'est génétique en soi ou est-ce que ça dépend On sait pas trop, je me suis pas renseigné depuis longtemps sur les recherches, mais quand moi je l'ai eu, on m'a expliqué que on ne sait pas trop, on sait à peu près comment ça fonctionne, mais on sait pas d'où ça vient exactement. Ça peut être aussi bien peut-être génétique, peut-être traumatique, ou peut-être héréditaire, qui est différent de génétique. Okay. Génétique, c'est tu l'as de naissance, en gros. Héréditaire, c'est tu l'as de naissance, mais parce que tes parents, ou ta famille en général, l'avaient. Voilà, comme le fait d'avoir des jumeaux, souvent on dit que c'est héréditaire, tu vois, par exemple. Ça peut, sauf que dans ma famille, j'ai personne qui l'a officiellement. Enfin, il y en a qui ont pensé, on pense encore un peu, mais apparemment non. Génétique, pourquoi pas, parce que du coup, mon frère aussi est là. Il peut y avoir un facteur... et traumatique, oui, parce que j'ai plein de petits problèmes étant tout petit, dont 2 fois des convulsions avant 4 ans, donc ça
le cerveau. Je pense que ça peut y contribuer. Ouais, il a peut-être pas kiffé entre ça et être réanimé dès la naissance. Il a peut-être joué, mais. Je pense que oui, ça. Ouais, très clairement. Mais on sait pas trop. D'accord. C'est un peu. Voilà. Toi, t'as des stéréotypes? Moi, c'est au niveau de ma dyslexie. Ok. Étrangement, je n'ai pas une dyslexie non plus hyper forte, qui est plutôt modérée. J'ai quand même eu des difficultés pour l'apprentissage, même encore actuellement. Quand on m'explique quelque chose et que j'ai pas compris, il faut m'expliquer calmement au moins 2 ou 3 fois pour que je puisse vraiment comprendre et prendre en compte tous les paramètres. Ouais. Si je comprends pas, c'est pas que je veux pas comprendre, c'est que j'y arrive tout simplement pas. C'est pour ça que j'ai dû trouver moi des astuces et des tips pour que je puisse apprendre, avoir l'envie d'apprendre et là avoir envie de pousser plus loin les choses. Ouais. Parce que j'adore la culture, mais il y a des choses que je comprends pas, du coup je suis toujours à chercher les définitions. Ouais, du coup le stéréotype ce serait que les gens arrêtent de penser que c'est un manque de courage ou un manque d'envie d'apprendre, et qu'ils comprennent que c'est juste qu'il te faut des fonctionnements d'apprentissage totalement différentes. On comprend des fois des choses en un quart d'heure, même quand on était au lycée. Ouais. Des fois vous compreniez des choses hyper facilement, et moi j'avais plus de temps, beaucoup plus de temps à pouvoir intégrer les choses et à pouvoir... C'est comme l'apprentissage des logiciels, en fait. Oui, en général, oui, voilà, ouais. Mais une fois que je connais la chose, c'est bon, on n'en parle plus. Quand les gens, ils voient un truc comme étant hyper évident, bah du coup, quand, notamment toi, en face, tu comprends pas, parfois au bout de 3 fois, parce que si on te fixe 3 fois de la même façon, ça marchera pas mieux. Exactement. Bah en face, les gens peuvent être un peu saoulés et être en mode, bah, fais pas d'efforts aussi, alors que c'est faux. Tu fais peut-être même plus d'efforts pour y arriver, et finalement, ça marche pas forcément mieux, il faut juste... méthodes différentes. C'est pour ça que j'essaye de montrer son patient. Parce que la patience, c'est pour tout, en fait. Si quelqu'un n'est pas patient pour m'apprendre quelque chose et me répéter juste une chose 3 fois, enfin, c'est un gros cliché que ce que je vais dire, mais je doute qu'elle soit patiente pour beaucoup de choses. Ouais. Parce que expliquer quelque chose, c'est... Surtout en parlant, c'est quelque chose de grave. Oui, c'est ça, c'est quelque chose de constructif en général. Ouais, je vois l'idée. Je vois, ouais. Mais c'est vrai que moi, c'était pareil quand j'ai intégré le shop au début avec mon collègue, qui du coup a été mon mentor. Je l'ai vu sur plein de trucs où je l'ai remarqué après que il avait fait preuve de patience et de compréhension sur des choses que moi-même j'avais pas fait attention et que j'ai compris après et où je le remercie du coup. En plus, à l'heure actuelle du coup et depuis presque 3 ans, il est en couple avec une personne qui du coup est neurologue en plus. Donc maintenant c'est même encore mieux. Il y a des fois où moi-même je vais pas avoir fait gaffe à certains traits de caractère sur moi, certaines choses à adapter que j'aurais même pas compris moi-même. Parce que tu le vois pas, c'est normal. C'est ça. Mais lui, il a la patience de le voir de l'extérieur. Et je sais que tout le monde aurait pas été comme ça, et c'est normal aussi, on peut pas demander à tout le monde d'être parfait. Mais tu vois, il a le recul de se dire, bon, est-ce que c'est peut-être telle façon de faire qu'il faut, et machin. Et encore plus maintenant, il pose des questions du coup à Maëlys, et elle lui explique, ou des fois il va lui parler d'un truc, et elle va lui dire, non mais ça, du coup, ça a à voir avec ça. Ou pas, inversement. Et ça lui permet des fois, sans même que je m'en rende compte, ou des fois il me le dit après, de mettre en place lui-même des façons à m'expliquer ou quoi. Et ça c'est une bénédiction, tu vois. Mais effectivement, ça arrive dans le milieu du travail. Alors on va demander à tous les patrons d'être aussi compréhensifs. Forcément, on reste humain. Mais des fois, quand ça peut être mis en place, ça fait plaisir quand même. Mais j'ai l'impression que tous nos troubles sont liés sur la concentration. Le TDAH, le syndrome de la Tourette, Oui, ça joue énormément sur le trouble de... Même les troubles autistiques, on en parlait il y a pas longtemps, je sais plus avec qui j'en parlais, mais que quand t'as le syndrome de Tourette, t'as de grandes chances d'avoir inclus dedans en fait, de la manière que les deux sont aussi très liés avec une grande partie du spectre autistique, le petit chat qui remonte sur la table. Ça permet aussi de mieux se comprendre entre nous, mine de rien. Quand t'as Tourette, TDAH ou un trouble autistique qui reste proche des deux autres, il y a une certaine forme de compréhension et d'empathie plus amplifiée aussi. Et seulement quand t'as rencontré, tu ne l'es pas, mais t'as rencontré d'autres personnes, il y a une partie de l'apprentissage au niveau du comportement autour qui est déjà là. Et ça aide du coup à éviter des stéréotypes. Parce qu'il n'y a pas que les gens concernés qui doivent les déconstruire, et il faut aussi être tolérant sur le fait que les gens les ont, parce qu'ils... Déjà, quand ils ont un stéréotype, c'est qu'ils, d'une part, ils se sont intéressés quelque part à la chose, et on peut pas leur en vouloir de leur voir juste pas les bonnes infos. Si c'est pas un stéréotype méchant et purement cruel, c'est ok. Mais ouais, il y en a certains à déconstruire qui sont plus durs que les nôtres. Non, je pense. Comme j'en ai un sur le trouble de la mémoire immédiate. Dans mon syndrome, je l'ai. J'arrive à le contredire sur certaines choses avec les applications type rappel et tout, machin. Okay. Mais il y a plein de fois dans la vie quotidienne, même perso, où déjà, tu te souviens pas, t'as un truc, et on va te reprocher, et t'es là, ah ouais, mais j'ai oublié, et puis tu peux pas constamment dire, oui, mais j'ai oublié, mais c'est parce que j'ai Tourette.
parce que normalement ça fait un peu chiant, et même toi tu te trouves chiant, et t'es même pas sûr des fois, tu vois. T'es même pas sûr que ça vienne de là. Mais en fait, tu t'handicapes toi-même. Oui, et même si des fois t'es sûr, enfin, il faut déjà t'en rendre compte que en fait ça peut être lié. Et j'ai la chance que les gens autour, enfin, ont eu les stéréotypes déconstruits et les bonnes informations données, du coup ils captent. Mais c'est des choses à déconstruire, mais faut y aller doucement quoi aussi avec les gens. Tu peux pas arriver mettre sur la table, j'ai tout ça, faites avec et démerdez-vous, tu vois, ça marche pas. C'est ça aussi. Ça va encore faire ça va faire fuir les gens. Oui, ça va amener. Oui, bah voilà. Du coup, c'est pas mieux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ça. Donc, pour ma conclusion, il y a plusieurs stéréotypes à déconstruire, et ça dépend des pathologies, ça dépend des gens, parce que les gens sont différents même au sein d'une même pathologie. Sur la santé mentale en général, parce qu'il n'y a pas que avec des syndromes ou autres qu'on est concerné. Il y a aussi plein de gens qui peuvent passer par des dépressions temporaires, plein de trucs. Mais je pense que, en général, déconstruire les stéréotypes, c'est important, mais il faut pas que ce soit fait comme une lutte acharnée, un duel face aux gens qui les ont. Il faut plutôt que ce soit un accompagnement commun sur donner une autre version de la chose, mieux l'expliquer et tolérer que les gens n'acceptent pas direct de déconstruire eux-mêmes. C'est pas facile non plus des fois. Mais il y a, je trouve que peut-être aussi des générations, une ouverture d'esprit que les gens ont. Je trouve que par exemple les générations de nos parents, c'est beaucoup plus dur d'accepter certaines choses que notre génération à nous. Après, ça équivaut aussi à l'inverse. Oui. Il y a des choses qu'ils acceptent plus facilement que nous. Oui. Moi, j'ai eu la chance que mes parents, ils ont fait beaucoup de démarches pour m'aider à savoir ce que j'avais. Depuis gamin, on a su vers mes 10 ou 11 ans que j'avais le syndrome de Tourette, sachant qu'ils ont commencé à se poser des questions, j'avais 2 ans et demi. Donc ça fait quand même long à pas savoir ce que j'avais, mais ils m'ont quand même aidé en me faisant voir un psy, en me faisant voir des médecins pour des fois des choses qui s'avéraient être liées, mais sur le coup tu peux pas savoir. Et on a longtemps cru que j'étais juste en quelque sorte autiste à un degré assez bas, mais ce qui est justifié de croire ça. Et parce que en plus, le syndrome de Tourette, c'est quand même super récent qu'on en parle, de manière aussi commune, et justement en détruisant les stéréotypes qu'il y avait avant sur les émissions genre Tellement vrai et tout. Maintenant, les gens en parlent plus. Quand j'en parle aux gens, souvent ils connaissent déjà mieux qu'avant, tu vois. Mais à l'époque, ça paraissait juste être un truc super super rare et forcément super grave, alors que pas vraiment. Et du coup, oui, c'est mieux. Et mes parents, par exemple, ont mis du temps à admettre qu'il y a des choses dans ma vie qui pourraient être galères, mais ils ont aussi très vite admis que c'est pas pour autant que c'est une excuse et ils m'ont aidé. Mais tous les parents n'acceptent pas aussi bien. Y a énormément de parents qui mettent beaucoup de temps à se remettre de l'annonce de ce genre de choses, bien que ce soit pas si grave, mais et puis qu'ils peuvent manquer de tolérance. Mais pareil, encore une fois, on peut pas en vouloir aux gens. Après, c'est tout un cheminement mental, au final, que ce soit pas pour l'enfant qui est touché de ça, ou pour les parents. Mais ça me fait penser au TDAH, je crois que c'est vers le milieu de l'adolescence, il me semble, où c'est vraiment déclenché. Et certaines personnes pensent que quand on est adulte, on n'a plus du tout ce symptôme-là, alors qu'en fait, c'est un trouble neurologique qui est présent, et c'est pas une fois que t'es adulte que ça va disparaître. Ouais. Ça va rester, et c'est juste un adulte qui a un trouble. Oui, c'est comme Tourette, c'est juste qu'il le gère mieux en général. Il apprend. Si la personne, elle sait, c'est tout de suite plus facile. Oui. Après, il y a beaucoup de personnes qui grandissent ne sachant pas qu'ils ont ce trouble-là. Oui, je connais des gens qui ont appris qu'ils avaient ça super tard, vers la trentaine, voire plus, ce qui n'est pas vieux, mais ce qui est tard. Parce que c'est avant la trentaine que tu fais les 3/4 de ton apprentissage des bases de la vie, donc quand t'apprends aussi tard, c'est un peu compliqué. Et non, c'est pas toujours évident. Après, pour revenir au truc de les générations sont pas toutes tolérantes pareil, alors c'est dans les grandes lignes, parce qu'encore une fois, c'est vraiment des très très grands. C'est au cas par cas, mais on a aussi la chance que maintenant, il y a des gens qui font des podcasts comme Entrefaire par exemple, ou même des petits reels, ou même des posts sur les réseaux en général. Donc il y a du mauvais, mais il y a aussi du très bon à prendre, et déjà les gens peuvent plus facilement s'identifier à d'autres personnes, plus facilement avoir des infos véritables, des infos à repartager, à comprendre, à expliquer. Et ça aide aussi l'empathie et l'éducation sur ces trucs-là, quoi. Déjà, les stéréotypes sont déjà quand même moins ancrés. Question suivante ou... On enchaîne sur la question 2. Donc, les cartes comme celle-ci, ce sont les questions. Je sais pas si on va bien voir. Attention au podcast, on ne le verra pas, mais dans tous les cas, du coup, t'as mis des petites cartes pour décrire l'audio. T'as mis des petites cartes sur la table que t'as fait toi-même qui sont trop cool. Je tiens à le dire. Le logo est super cool.
Et du coup, on pioche entre chaque question. C'est ça. Et ça amène des sujets. Et il y a 3 thèmes différents. Ok, je pioche la deuxième. Alors, donc la première c'était marqué question, celle-ci marqué self-love. Ta voix et ton expérience ont de la valeur. Merci de partager et contribuer à briser les tabous autour de la santé mentale. Mais c'est pas une question ça, c'est juste trop bien. J'ai dit, il n'y a pas forcément de question. Ah, c'est chaud. Du coup, faut que j'en pioche une deuxième, elle est repartie. Ah! Mais tu peux le... J'en fais quoi, c'est un joker? Tu peux le garder de côté, c'est un joker qui va te permettre, s'il y a une question qui te met mal à l'aise, de pouvoir la passer. Ok, trop bien. Bon, je pense que ça devrait aller, mais je la garde de côté. Oui, bah on sait jamais. Petit joker. Oui, voilà. Du coup, faut que je repioche une. Ouais. Si tu veux, je peux la piocher. Vas-y. Ok. Parce que cette fois, t'auras une question. Comment gères-tu le stress au quotidien? Donc c'est une question. Ok. Ça, c'est pour moi? Ouais, vas-y, je te laisse faire parce que moi, je me sens pas si concerné. Ok, moi, je suis très concernée par le sujet parce que je fais de l'anxiété générale. Donc c'est quelque chose que j'ai depuis l'adolescence, mais qui s'est amplifié avec mes études supérieures, à tel point que des fois, j'arrivais pas à sortir de chez moi. Il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Comment gérer ce stress-là? En fait, il faut savoir que... Imagine 3 scénarios. Scénario basique, je vais marcher pour aller chercher mon pain, tout se passe bien, je rentre, voilà. Et scénario catastrophe, je vais forcément tomber dans les escaliers, ça va pas aller, il va pleuvoir. Vraiment, j'exagère la chose, mais quand vraiment t'as l'anxiété du stress. Et scénario ultra positif en mode, ouais, en plus je vais rencontrer des potes. Généralement, une personne lambda pense à juste aller chercher son pain, et c'est tout. Voilà, ouais. Une personne qui fait de l'anxiété générale à plus ou moins haut niveau, même le stress, et bah il va toujours imaginer le scénario catastrophe. Ouais, il y a forcément un degré de prévision de l'instant, mais le pour tout et pour rien, vraiment. Prendre la voiture, ça me stressait. Mes cours, ça me stressait. Aller au travail, ça me stressait. Enfin, entre la fin d'année où je passais mon diplôme, mon stage de 6 mois, machin. C'est pour ça que c'est bien d'aller voir des professionnels de santé. Ils vont vous donner les clés pour que, finalement, chacun est différent et plus susceptible ou pas de développer du stress ou de l'anxiété générale. Ouais. Et pour que ça se passe au mieux et d'en parler. Oui. Et de mettre des tips au quotidien, justement, pour éviter d'engendrer trop de situations stressantes. Bah, ça, ouais, c'est vrai que ce que tu dis, c'est hyper important, parce que les gens osent pas toujours aller voir des psychiatres, des psychologues, ce que tu veux, neurologues, parce qu'ils se disent, déjà, ils ont peur d'y aller pour rien, et bah, vaut mieux y aller pour rien. Voilà, vaut mieux y aller, et finalement, en soi, t'as à peu près rien, mais généralement, si t'es là, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, comme tu dis, tout le monde est différent, tout le monde a des façons de fonctionner, des voies de guérison différentes, des voies de gestion, des choses différentes. Mais il faut avouer aussi que les neurologues, psychologues, etc., médecins de santé mentale, ils ont quand même des petits tips, des petits raccourcis qui sont quand même des bases qui fonctionnent pour après tout le monde. C'est des trucs tout bêtes, mais ils ont des astuces. Enfin, ils voient tous les jours, toutes les heures de la journée, des gens qui sont très similaires à toi, voire parfois pires. Et en fait, ils ont forcément, eux aussi, des espèces de petits... des petits tips qui marchent de base, mais juste à ajuster. C'est des trucs tout bêtes, mais moi, quand j'étais gamin, quand j'ai vu mon neurologue pour la première fois par rapport au syndrome de Tourette, je me rappelle que moi, j'avais une angoisse, justement, constante, de vouloir tout faire maintenant. J'ai l'impression qu'il fallait que je fasse tout le plus vite possible, et il m'a fait parler, et sans même que je m'en rende compte, j'ai fini par lui dire que c'est parce que dans ma tête, demain, tout pouvait s'arrêter. C'est une angoisse que beaucoup de gens ont. Mais déjà, au lycée, tu faisais toujours les choses très vite. Trop vite, et trop en même temps. Bah ouais. Maintenant, je gère mieux ça, surtout en tatouant, j'apprends forcément à être plus patient, beaucoup plus. Mais tu vois, il m'avait dit un truc tout bête, c'est quoi? Il m'a fait comprendre que c'était lié à ma peur de mourir, entre guillemets, genre que demain la vie s'arrête, d'avoir fait cette chose, et ma peur que les gens autour meurent. Ce qui est une peur qui peut se comprendre, mais qui est une peur qui n'évitera jamais rien, en fait. Mais une phrase toute bête qui est, apprends à penser à aujourd'hui, demain n'est pas encore là, et en gros, c'était en mode, de toute façon, si tu peux pas, c'est impossible, tu peux pas tout faire aujourd'hui. Donc, fais les choses aujourd'hui, les choses qui doivent être faites, fais-les bien et intelligemment, et du coup, tu auras des choses à faire demain et tu pourras mieux les faire. Parce qu'en fait, tu peux pas tout faire aujourd'hui, et si même tu faisais tout aujourd'hui, demain, du coup, ça sert à rien vu que t'aurais plus rien à faire. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois, il a pas dit comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. vois l'idée, mais ça sert à rien de vouloir tout faire aujourd'hui si c'est pour ne rien avoir à faire demain. Surtout que c'est pour se leurrer, parce que tu n'auras pas le temps de faire aujourd'hui. Tu vas juste te stresser pour rien. Et il m'avait expliqué que, voilà, ça ne m'aidera pas à aller mieux. Et en fait, il avait vraiment bien formulé. Je me rappelle plus exactement, mais tu vois l'idée, et du coup, ça a été instant. Du jour au lendemain, j'avais cette phrase dans ma tête qui a résonné de, genre, en gros, vie au jour le jour, quoi. Enfin, c'est des trucs tout bête que tout le monde te dit dans les situations, dans les machins, mais quand c'est un professionnel de santé qui
t'explique ça et qui t'explique bien et qui te le met dans un moment et un contexte logique. Il a le moment où il fallait le dire. Et du coup, ça a marché. Professionnel, dans un milieu neutre, qui est là pour t'épauler et qui est là pour t'aider à un milieu beaucoup plus en faisant confiance que avec l'inconnu du coin, même si l'inconnu ou même le pote, parce que des fois avoir une personne neutre c'est bien, hein, parce que c'est ça en fait. Il y a aucun avis derrière au personnel. Et puis il y a pas le truc des commérages. Déjà, et puis elle prendra pas son expérience personnelle, mais ses compétences pro. Parce que quand on parle avec un pote, c'est bien, ça fait causer, mais si toi t'as des doutes sur toi, lui il en a sur lui-même, du coup tu peux jamais savoir si ce qu'il dit ça marche vraiment, si c'est pour apprendre. Que là au moins tu sais que... Tu peux te donner des conseils, mais ça marchera pour moi, mais pas forcément pour toi. En fait. Voilà, c'est ça. Et oui, une psy peut se tromper, hein, après tout ça reste un humain, mais en général, ils ont des bases véridiques qu'ils maîtrisent et qu'ils ont fait des études pour maîtriser. Et il faut dire ce qu'il y a, le cerveau, c'est comme un ordinateur, ça se programme, enfin ça c'est que ça se... Tu vois, il y a des commandes à insérer pour que ça fonctionne bien, il suffit de les avoir, quoi. Et eux, ils les ont. Je suis en train de lire un livre sur Fabien Olicard. Le bonheur est caché dans votre cerveau. Oui. Comment ? C'est le dernier qu'il a sorti, ça. D'ailleurs, j'ai acheté le dernier parce que pour la concentration, c'est top. Oui, et j'ai lu aussi le sien sur la gestion du temps. Mais du coup, je suis en train de lire petit à petit ce livre, et en fait, il a donné des clés, et je te jure qu'au bout de 50 pages, j'étais full motivée pour faire plein de choses. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il s'appuie sur des faits scientifiques, sur son vécu aussi, et c'est pas des choses bateaux, des choses complètement concrètes. Et effectivement, le bonheur, c'est pas une émotion, le bonheur, c'est un état d'esprit. Et quand tu sais ça, c'est pas du tout pareil que vouloir ressentir absolument une bonheur au niveau émotionnel. Et dans ce livre-là, c'est vraiment hyper intéressant, t'as des exercices à faire, et ça te permet d'avoir des tips, d'avoir un autre point de vue. Et il écrit très très bien, et c'est très plaisant. Moi j'ai lu celui qu'il avait fait, celui qui est jaune, sur, je crois que c'est Votre temps est infini. Oui, je l'ai pas lu. Il est vraiment, vraiment super bien. Notamment parce que ça rejoint ce que je parlais avec l'histoire de neurologue de tout à l'heure, tu vois, sur ok, c'est bien, maintenant je fais les choses d'aujourd'hui et celles de demain. Mais du coup, quand t'as pas assez de choses dans la journée, ou trop de choses, en fait, tu perds ton temps. T'as l'impression que t'as pas le temps, alors que clairement, si. Et en fait, son livre est vraiment intéressant. Il t'apprend à te rendre compte qu'effectivement, le temps est infini si on veut. C'est vraiment bien expliqué, t'as vraiment des tips tout bêtes, hein, mais des trucs où, en fait, je les ai appliqués, et en fait, tu gères beaucoup mieux comme ça, tu vois. Faudrait le lire, il est vraiment bien, je réexpliquerai pas aussi bien que lui, mais c'est plein de petits tips à quand tu vas boire ton café, t'as ta tasse, ta queue, elle qui est sale, tu vois. Ça prend vraiment moins de 2 minutes de laver une tasse. Quand tu la rinces, tu la frottes à l'éponge un coup, tu l'essuies bien, et du coup, il te dit que genre, toutes ces petites choses qui prennent moins de 2 minutes, fais-les au moment où tu te dis que tu devrais la faire. Parce que sinon, tu entasses et tu le fais jamais. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, ouais. Au final, on sait tous très bien que si je pose ma tasse là-bas, je vais revenir le temps que je lise mes snaps. Ça m'aura pris vite 15 minutes parce que j'aurais scrollé. Et après, je vais me plaindre que j'ai pas le temps de faire ma vaisselle. Donc au final, c'est que des tips comme ça. Et plein d'autres trucs sur des astuces de gestion. Là, c'est vraiment la plus petite et la plus anecdotique, mais c'est vraiment hyper bien fait. Donc pareil pour le truc sur le bonheur. J'imagine bien l'idée, soit... je sais pas comment on dit ça aussi. Regardez-le, il est trop mignon. Il dort là. Bon, s'il dormait un peu quand même, on le fait chier. Hein. Faut être honnête. On enchaîne avec la question 3. La question 3. C'est parti. C'est une question celle-là, je crois. Tu vas dire elle est rose comme l'autre. Alors, question. Ok. Quels sont tes déclencheurs émotionnels et comment les gères-tu ? J'aime bien cette question. Elle est cool. Tu veux commencer ? Du coup, moi, j'ai souvent répondu à cette question avec des proches. Parce qu'on me demande souvent qu'est-ce qui vient déclencher chez moi les fameux tics, troubles impulsifs du comportement dans le syndrome de Tourette. C'est tous les... quand je cligne des yeux sans me rendre compte, quand je bouge des bras, des machins, ou les cris d'insultes pour les gens qui l'ont vraiment fort. Du coup, moi, je pense que ça dépend des gens. Pour ma part, personnellement, je sais que mon syndrome de Tourette se déclenche beaucoup par rapport au stress, forcément, mais ça, je pense que c'est un peu tout le monde. C'est tout ce qui est le trac de faire des choses, le stress, beaucoup le stress des relations humaines. Quand je sais que je vais rencontrer quelqu'un ou autre avec qui je vais devoir parler d'un sujet compliqué. Je me sens très visée là. Non, pas comme là. Je parle plus d'un sujet genre
tu t'es engueulé avec quelqu'un et tu dois te mettre dans une situation délicate. Je sais que sur le moment, je vais être beaucoup déstressé parce que ça va redescendre et je vais être très facile. Ça va, tranquille le chat? Il fait sa toilette sur la table. Donc je disais oui que je vais être avoir ça va déclencher beaucoup de choses chez moi avant et parce que je vais stresser en amont. Mais quand je vais arriver sur le moment, je vais plutôt être naze en termes de fatigue parce que du coup ça m'aura épuisé. Et j'ai d'autres déclencheurs, je dirais que ce serait... En fait, je dirais que selon les différentes émotions, j'ai les joies intenses. Quand je suis super content de faire un truc, je prends l'exemple de... j'avais accompagné notre pote Stevens au saut à l'élastique qu'il a fait. J'étais tellement content pour lui parce que j'avais plein de tics. Parce qu'il y avait une espèce d'euphorie, tu vois. Ouais. Quand c'est... pareil, mon grand-père avait fait un saut en parachute. Alors là, je parle que d'émotions fortes, mais c'est pas des émotions fortes pour extrapoler moi. Un oui, peu. C'est pas moi qui ai sauté, mais j'étais hyper content qu'il réalise des choses qu'il a envie de faire sur l'instant. Ça peut être aussi des joies extrêmes de retrouver plein de potes que j'avais pas vus dans l'idée. Du style le jour de l'an. Ouais, voilà, au jour de l'an, quand on se réunit tous, à des moments où je vais être hyper content, ça va pas forcément se voir, mais genre, viens on fera une pause clope, je vais être dehors. Entre les deux moments d'euphorie, je vais être, ça va lâcher plein de tics et de mouvements un peu mal gérés. Rien de grave, hein. Bah oui, non, mais après, vu qu'on se connaît depuis longtemps... Voilà, les gens font pas gaffe. Franchement, on fait pas gaffe voilà. du tout. Les gens font pas gaffe, et moi je le remarque parce que les 3/4 de mes tics sont liés à mes yeux, et je vais avoir le regard beaucoup plus... Bah déjà depuis tard, tu vois. Pour ceux qui nous voient en caméra, j'ai du mal à regarder la caméra parce que mon regard est très fuyant du coup. Mais je vais avoir tendance à avoir les yeux qui partent un peu presque comme un strabisme constamment, beaucoup de signes du visage, tu vois. Ouais, parce que je décompresse un peu ça te permet de l'euphorie. Gérer un peu c'est ça. Et la troisième, ce serait la tristesse. Quand je suis triste en général, j'en fais plus, mais quand je faisais des crises d'angoisse ou autre plus jeune, ça faisait du coup des fameuses crises de tics. C'est le fait d'avoir plein de tics, comme en plein milieu d'une crise d'angoisse, je pense que les gens visualisent très bien l'idée. C'est vraiment le principe même d'être en PLS dans une car et pas t'approcher, tu vois. Gamin, il y avait que ma mère qui pouvait sortir de ça, maintenant je le gère, ou mes proches y arrivent, et je le fais, j'ai plus de crise d'angoisse, mais voilà. La tristesse, et ouais, tristesse, angoisse, stress, et les joies intenses, étonnamment. Mais à l'inverse, par exemple, on pourrait croire que la colère y jouerait, alors qu'au final, quand je suis en colère, genre dans une rage en mode j'ai envie de casser des gueules, tu vois, ce qui peut arriver à n'importe qui, j'imagine. Tu vois, genre si on fait du mal à un ou une de mes potes, et tu sais, t'as ce petit moment où tu as envie de casser des tronches, tu vois. Bah à l'inverse, c'est les moments où je gère le mieux. C'est complètement con et c'est hyper contre-intuitif, mais et ça va avec les autres moments où j'ai pas le droit à l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis en examen, étonnamment, bon après j'ai pas le stress des examens moi, mais je sais que je dois voilà, je sais que je dois gérer et que je dois pas me planter, ou même quand je tatoue par exemple, ça me focalise et tu vois c'est un mode sans échec un peu, tu vois ce que je veux dire. Du coup bah là j'en ai pas. Mais des fois avant que les gens arrivent à leur séance, j'ai toujours un peu l'angoisse de savoir comment ils vont être, s'ils sont sympas, tout ça. Alors qu'en vrai à chaque fois ça passe super bien, hein. Mais tant que les gens sont pas arrivés, je me rends une petite angoisse. C'est vraiment une question que je me posais, c'est comment gères-tu toi le stress avant ou pendant le... Des fois, avant que les gens arrivent, toi qui sont pas passés la porte, des fois j'ai plein de tics, j'ai du mal à gérer mon temps, d'où le fait que je prépare souvent mes plans de travail avant. Oui, ça à moins que ce soit des gens que je connais, tu vois, mais voilà. Mais quand c'est un client que je connais pas, je vais être vachement stressé avant qu'il arrive. Mais je pense que c'est encore une fois une façon de libérer... pas l'euphorie cette fois, mais le stress. Dégager tous mes tics. C'est un peu comme si j'avais un quota de tics à faire, tu vois. Je les dégage tous, je me laisse hyper happé par le manque de gestion du temps et tout. Parce que comme ça, une fois qu'ils sont là, et une fois que je parle avec eux, surtout que je suis assez sociable facilement, bah en fait, une fois que je parle avec les gens, ça disparaît, tu vois. Mais c'est l'avant, c'est vraiment le backstage en fait. Okay. Ce qui me permet du coup de pas me laisser avoir par ça. Mais souvent là, je pense que c'est un système d'autodéfense un peu. Voilà. Je reviens. Je parle beaucoup, mais vas-y, je te laisse faire. Moi, je vais rejoindre ça au stress. Alors, quand il y a une situation avec beaucoup d'émotions qui se passent, moi, généralement, ça me met à grande échelle, et ma première réaction, c'est la fuite. Ouais. Genre, là, d'un coup, tu vas m'engueuler, je vais avoir envie de partir, de fuir. Ouais. Quelqu'un a envie de me parler parce qu'il y a un sujet hyper important. Moi, j'aurais juste envie de fuir parce que je suis pas confortable. Parce que j'ai pas envie d'en parler, ou parce que ça me fait peur, du coup le stress, etc. Et émotionnellement, quand il y a une grosse situation qui arrive, généralement chez les gens, c'est soit la colère, soit la tristesse. Ouais. Moi, c'est la tristesse.
C'est-à-dire que je vais pas forcément me mettre en colère, mais je vais avoir envie de pleurer. Ouais, tu vas craquer, quoi. C'est ça. Je vois l'idée. Pour des situations débilantes. Émotionnellement, des fois, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais quand c'est avec quelqu'un de confiance, c'est que je donne un bon cadre, que la personne, j'ai totalement confiance. Oui. Ça me dérange pas. Qui vont pas te juger ni de face, ni en arrière-plan. Qui sont juste là, en fait, pour épauler, pour m'aider, pour parler, en fait. Faire passer le moment, ouais. Et j'aurais pas cette sensation d'avoir envie de fuir. Ou de me retenir de pleurer. Vraiment, c'est un truc que j'ai constaté dans le milieu psy, pour ne pas pleurer en fait. Ouais, ça rejoint ce que disait avec le neurologue, c'est que tu le sais, mais tant qu'on te l'a pas vraiment bien expliqué, c'est pas validé dans la case, dans le cerveau. C'est ça. Alors que tu le sais très bien et tu me dirais aux autres, même. Bah oui, non mais... Mais c'est toujours plus compliqué de l'appliquer que de s'en rendre compte de base. C'est ça. Je vois ce que tu vas dire, ouais. Quatrième question, du coup. Quatrième question. Alors, comment abordes-tu les conversations difficiles sur la santé mentale ou ce que tu vis en général avec tes amis et ta famille? Ok, je pense que du coup on hésitait à enchaîner une quatrième question ou à fermer le podcast, mais en fait celle-là va faire les deux, parce qu'au final c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure en fait. Suffit juste d'en parler ouvertement, plus ou moins ouvertement avec les gens, et il y a des gens qui arrivent facilement à parler, d'autres non, et après faut juste, je pense que le tout est une question de temps et de confiance aussi au-delà de ces discussions-là, confiance en général. Genre là, on n'a pas de mal à en parler entre nous du tout. Parce qu'on se connaît depuis longtemps. Voilà. Puis on a abordé, on a abordé le sujet plus d'une fois, on l'a parcouru et affronté ensemble aussi plus d'une fois sur plein de trucs. Du coup, forcément, ça aide. Mais avec des proches, en vrai, voilà. J'ai du mal. C'est pas évident. Hein. Non. Ça dépend avec qui, quoi. Ouais, vraiment, il y a très peu de personnes auxquelles je suis ouverte à 100%. Ouais. Peut-être par peur d'être jugée et par peur que ce soit répété vice-versa, etc. Il y a beaucoup de gaminerie et c'est pas En fait, j'ai pas envie de m'entourer de personnes où je sais que si je dis un truc... T'as peur qu'une parole qui te libère juste et qui te paraît, toi, pas importante, mais assez anodine, qui soit pas le genre de choses qu'on va répéter, t'as peur, et peut-être pas à tort des fois, que les gens l'amplifient, la répètent, et l'utilisent comme un argument défavorable. Et c'est vrai que se montrer sur un angle où on s'estime en cas de faiblesse, et où les gens, des fois, à mauvais escient, peuvent dire que tu es dans un cadre de faiblesse, peuvent l'utiliser après. Donc malheureusement, pas toujours à tort de penser ça, mais c'est vrai que du coup, il faut trier quand même, on peut pas parler de ça avec tout le monde. C'est comme tout. On peut rire de tout, pas avec tout le monde. On peut parler de tout, mais pas avec tout le monde. C'est exactement ça. C'est ça. Je pense que c'est une bonne façon d'expliquer le truc. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, y a pas de... Bon voilà, on est sur une bonne conclusion, du coup. On hésitait à clôturer le podcast, je pense qu'on est pas trop mal. En tout cas, moi j'ai adoré le faire. Je m'en refais d'autres avec grand plaisir. C'est passé super vite. Ouais. Oui, en vrai, oui. Par contre, c'est histoire d'expliquer un peu l'accès, c'est assez épuisant. Ouais, genre là, j'ai un gros coup de barre, un café, mais en vrai, c'est super cool. C'est hyper constructif, hyper libérateur.